Depuis octobre 2018 et le mouvement des Gilets jaunes, la France est en ébullition. Dans le mouvement social, des revendications nouvelles apparaissent, des solidarités, des collectifs. Toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent Gilets jaunes portent sur la place publique leurs doléances, leurs revendications. Chaque semaine, de nouvelles initiatives naissent, comme celle de William, notre invité du jour. William, il est gilet jaune, mais il est aussi fauteuil jaune. Il a un handicap, une maladie auto-immune depuis l'âge de 16 ans. Et dans ce mouvement, il a rencontré d'autres gilets jaunes qui ont eux aussi leur handicap. Ensemble, ils ont décidé de porter collectivement leur voix singulière parmi les gilets jaunes pour visibiliser leurs spécificités, pour parler du handicap. Ils ont créé un nouveau collectif, les fauteuils jaunes. William, bonjour. Bonjour Rémi. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Donc William, vous avez vous-même un handicap. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu qui vous êtes? Oui, donc je suis un ancien de 48 ans. À 16 ans, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de style de l'adulte, qui m'a amené à être opéré du cœur et des poumons. Suite à ça, j'ai développé une polyarthrite rhumatoïde. Et à l'âge de 20 ans et 21 ans, j'ai eu le droit à la pose de 2 prothèses de hanche. Donc, ce qui a amené un handicap reconnu de 80%. D'accord. Alors, vous avez initié le collectif des fauteuils jaunes. Comment ça s'est passé au début? Comment est né ce collectif et puis pourquoi l'avoir créé? Je surveillais beaucoup sur Internet, notamment sur Facebook, le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Donc, ce qu'ils faisaient sur les ronds-points, leurs revendications. Et dans toutes leurs revendications, ils parlaient de SMIC, de retraite, de SDF. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils revendiquent, mais nulle part j'ai entendu parler de revendications pour nous les handicapés. Donc suite à ça, j'ai essayé de parler avec des gilets jaunes, toujours sur Facebook, qui m'ont dit qu'ils prenaient compte des handicapés, mais malgré ça a continué, je ne voyais aucune revendication pour les handicapés. Donc j'ai mis un post un petit peu, qui était un petit peu un coup de gueule. Et de là, il y a beaucoup de personnes qui étaient handicapées, qui sont reconnues dans ce coup de gueule. Et quand j'ai vu les réactions que j'ai eues, je n'ai pas pu faire autrement que de créer un groupe appelé les fauteuils jaunes pour rassembler toutes les personnes handicapées et que l'on puisse parler de nos revendications à nous, de nos mal-être, de nos difficultés quotidiennes à vivre et tout ce qui s'en rapporte. Donc à l'origine, tout part de ce coup de gueule, de ce post. Tout part de ce coup de gueule, oui. Ouais. D'accord. Le constat que vous faites aujourd'hui, voilà, il est celui d'un manque de visibilité. Oui, aussi bien de ce qu'on appelle nous les personnes valides, donc qui ne sont pas dans le cadre du handicap, qui ne connaissent pas le handicap, que aussi des personnes qui nous gouvernent, des politiques, qui ont toujours des belles paroles, mais on ne voit jamais rien se mettre en marche. Ou alors quand il y a vraiment des lois, elles ne sont pas faites pour les handicapés. Aujourd'hui, vous êtes 500 dans ce groupe des fauteuils jaunes, répartis dans toute la France. Oui. Vous vous êtes organisé comment? Le groupe a tout juste un mois de vie. Donc, dans un premier temps, avec des membres, on a voulu le laisser un petit peu grossir. Donc, là, il commence à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas encore fini. Tous les jours, on a des nouveaux membres. Et là, on commence déjà à parler de nos revendications et à parler des quelques actions qu'on va faire, mais qui ne peuvent pas être aussi violentes que celles des Gilets jaunes. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas tout seul? Tout à fait, oui. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se laissent vivre dans leur coin par désespoir, parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Et seul, un combat, c'est quasi impossible. Avant le mouvement, finalement, vous ne vous sentiez pas tellement investi sur la question du handicap? Vous viviez votre handicap de votre côté? Voilà, je vivais très bien mon handicap. J'ai été commerçant de 92 à 2015. J'ai jamais eu de soucis pour travailler. Mais bon, plus, on va dire ce qui est, j'avance dans l'âge, plus mon handicap se fait ressentir aussi. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve au niveau de la vie active. Donc j'ai peur aussi de me retrouver aussi dans une situation difficile à vivre, mis de côté. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle prise de conscience. Pourtant, ça fait depuis l'âge de 16 ans que vous avez ce handicap, mais la création de ce collectif vous a permis de rencontrer donc, des personnes dans des situations
de handicaps divers, des parcours de vie différents, des histoires humaines différentes. Et ces rencontres, c'est pour vous une nouvelle prise de conscience de l'ampleur du problème aujourd'hui en France. Tout à fait, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé, les rencontres que vous avez faites, si vous avez des exemples, des anecdotes, des histoires justement qui vous ont marqué, qui vous ont permis justement l'émergence de cette prise de conscience nouvelle? Vu que sur le groupe on est tous handicapés, il n'y a pas eu de tabou au niveau du handicap. Donc les personnes, quand les membres s'inscrivaient, elles parlaient de leur handicap sans tabou. Et il y a eu des cas où les personnes n'avaient pas les traitements adaptés parce qu'en France, ces traitements-là ne sont pas autorisés, alors que sur les pays voisins, ils sont autorisés. Il y a aussi des démarches administratives qui mettent à rude épreuve énormément de personnes dans ce cas-là, parce que les démarches sont très longues et très lentes. Par exemple, au niveau des revenus des handicapés, bon, moi je perçois l'AH, qui est d'un montant à l'heure actuelle de 860 € mensuels, sachant que le seuil de pauvreté reconnu par l'Union européenne est de 1060 €. Donc on nous fait vivre avec une somme en dessous du seuil de pauvreté, donc dans un état vraiment, dans une situation très précaire. Et bon, un exemple, par exemple, Elsa, qui est une handicapée qui est en couple, donc à savoir que l'AH, les revenus du conjoint sont pris en compte pour pouvoir toucher l'AH. Donc si le conjoint touche plus de 1420 €, l'AH est fortement déduit. Là, j'ai un exemple d'une personne qui est handicapée, qui est en couple. Son mari est en retraite. Elle touche 478 € d'AH. Son mari vient de recevoir un rappel de sa retraite qui date de 2003. Son AH est descendu à 225 €, alors que son mari ne touche que 1400 € de revenus. Donc, ce qui fait une forte dépendance de la personne handicapée par rapport à son conjoint. Après des exemples, il y a aussi des personnes, des handicaps qu'on parle beaucoup moins, parce que c'est des handicaps qui ne sont pas physiques, comme la bipolarité, par exemple. C'est une maladie, on va dire mentale, je n'aime pas trop ce terme, mais on a Valérie, par exemple, qui est reconnue bipolaire après avoir passé 3 mois en hospitalisation et qui n'arrive pas à retrouver du travail à l'heure actuelle, parce qu'à chaque fois qu'elle travaille, elle ne tient pas le coup. Son handicap est reconnu tous les ans, pour une période d'1 an. Donc, sachant que cette reconnaissance-là, pour l'avoir, c'est un délai de 6 à 8 mois. Donc, elle est à peine reconnue, qu'il faut tout de suite qu'elle retombe dans les papiers. Sinon, au niveau financier, on a aussi le cas de Sandy, qui est une jeune handicapée qui a atteinte de mucoviscidose. Elle a 38 ans, et elle est dans un fauteuil depuis l'âge de 6 ans. Et à savoir qu'un fauteuil, pour elle, vaut 39 000 €. Sur ces 39 000 € là, la Sécurité sociale rembourse 4 600 €. La MDPH rembourse 14 000 €. Donc, ce qui veut dire qu'elle en est de sa poche pour 20 000 € qui sont pris en charge par personne. Pour une personne qui touche l'AH à 900 €, on se demande comment on doit vivre avec ça. Parce que justement, du coup, les conditions de vie sont plus difficiles, mais aussi plus chères. Justement, avec le mouvement des Gilets jaunes, on voyait c'était la question de la vie chère qui était un petit peu l'aspect principal du mouvement à ses débuts. Justement, vous êtes en plein dedans. Oui, mais voire même beaucoup plus, puisque on a des revenus moindres que les Gilets jaunes et nos dépenses sont impactées de manière différente. Vous êtes les premiers concernés. Voilà, oui. Une des questions aussi, c'est celle de la visibilité. Alors moi, par exemple, quand j'ai essayé de vous chercher un petit peu sur Internet, c'est vrai qu'on ne vous trouve pas les fauteuils jaunes, c'est un peu difficile de vous trouver. On n'a pas d'informations sur vous. C'est un mouvement qui vient d'être créé. Ouais. Donc. Jusque-là, en 1 mois d'existence, en 1 mois d'action, d'initiative, personne ne s'est intéressé à vous. Non, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé qu'on s'intéresse à nous,
puisque j'ai fait une lettre ouverte à M. Macron, que j'ai envoyée dans divers médias. J'ai demandé aux membres de l'envoyer aussi. Je ne sais pas s'ils ont eu des retours, mais moi, je n'ai eu aucun retour. J'ai écrit aussi à divers députés. Je n'ai eu aucun retour. Donc les médias, apparemment, ne s'intéressent pas à notre mouvement. Les politiques ne s'y intéressent pas. C'est un sujet tabou dans la société française. Je pense, oui. Ouais. Et pas seulement pour les médias, mais aussi pour tout un chacun, quoi. Ouais. Ouais. Vous le ressentez au quotidien? Vous le ressentez avec les gilets jaunes? Vous le ressentez Oui, parce qu'on va dire, par pudeur, quand on a un valide en face de nous, qui ne connaît pas ce monde de handicap, on n'explique jamais notre handicap pour ne pas passer pour un pleureur, pour quelqu'un qui se plaint. Alors que nous, on n'a pas de tabou sur notre handicap. Si on le raconte, c'est qu'on le raconte librement, sans tabou, mais face à quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, on ne dit pas parce que les personnes se sentent obligées d'avoir de la compassion pour nous, ou alors c'est tout l'inverse. En parler, c'est pas une difficulté pour vous? Non, pas du tout, non. Ouais. Et pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'handicapés non plus, ça fait partie de nos vies, donc on l'accepte. 90% des personnes handicapées que je connais acceptent tout à fait leur handicap. Grâce à ce groupe, une solidarité s'est créée entre vous. Vous vous entraidez, vous parlez de quoi? Vous parlez des traitements, vous parlez des solutions, vous parlez... quels sont les sujets qui, justement, sont vos préoccupations principales? Tout à fait, oui, des traitements, donc, comme je vous disais, qui ne sont pas autorisés sur le marché français, mais qui ont fait leur preuve dans d'autres pays. Des traitements qui ne sont pas remboursés. Donc, ce qui fait que, quelque part, on nous impose d'avoir un traitement et de ne pas pouvoir en prendre un autre, sinon, encore une fois, c'est de notre poche, c'est nous qui payons. On essaie de trouver des solutions pour se faire entendre. Donc, chacun y met un petit peu sa petite idée, mais pour l'instant, on n'a pas encore quelque chose de concret. Et donc, qu'allez-vous faire? Des sittings, des non, pétitions? dans un premier temps, on va contacter les MDPH, demander des rendez-vous avec les directions pour avoir des rendez-vous. Si on n'a pas les rendez-vous, on passera un petit peu à l'étape au-dessus. Donc, déjà faire des occupations des locaux, oui, des sittings, appeler les médias régionaux de chacun, parce que ce sera des petits groupes qui iront. On ne va pas tous se réunir dans un endroit pour le faire, pour avoir justement cette rencontre avec les directions. De manière à ce qu'on puisse les ramener à notre cause. D'accord. Tout cela, vous allez le faire seul, enfin juste vous, le collectif, les Gilets jaunes, ou ça sera coordonné avec d'autres groupes? Est-ce que ce sera relayé par exemple par les Gilets jaunes? On va essayer, oui, que d'autres y participent? Moi, je connais certains groupes de Gilets jaunes auxquels j'ai participé au tout début, mais je n'ai pas pu y participer très très régulièrement, mais à qui je vais demander de venir pour distribuer justement des flyers aux passants qui passeront devant la MDPH, devant les CAF, devant les sécurités sociales, pour les informer aussi de nos difficultés de vivre quotidiennement. L'idée, c'est que tout le monde puisse y participer. Voilà, oui. Et de donner aussi cette prise de conscience au peuple français que les handicapés sont aussi dans une situation très, très précaire. Et donc, il s'agit d'aller voir la CPM, la CAF, etc. Et vous ciblez uniquement les institutions, les organismes sociaux? Dans un premier temps, qui ont rapport avec les handicaps, ouais. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Vous vous demandez quoi? Est-ce qu'on change le matériel du quotidien, le matériel urbain pour les déplacements, la question de la mobilité, les transports en commun? Quelles sont les revendications principales que vous portez? Déjà, une meilleure accessibilité au niveau des personnes en fauteuil sur énormément de choses, puisqu'il y avait eu des lois de voter qui n'ont pas été respectées, mais si je ne me trompe pas, qu'ils ont été abrogées à l'heure actuelle. On demande aussi une augmentation de notre AH, parce que même avec l'augmentation que M. Macron a fait sur 2 ans, on sera toujours en dessous du seuil de pauvreté. C'est bien beau de dire, lors de sa campagne, qu'il va la baser sur les handicapés. À l'heure actuelle,
On ne voit pas de choses qui bougent. On veut aussi que l'AAH ne soit pas indexé sur les revenus du conjoint, parce que si le conjoint, comme je vous ai dit tout à l'heure, touche une certaine somme, l'AAH va diminuer. Et on peut arriver à toucher vraiment une misère, alors que le conjoint va toucher un petit peu plus que le SMIC. Donc les personnes qui sont en situation de handicap se trouvent dépendantes de leur conjoint. Et pour elles, c'est assez insoutenable, quoi. C'est une situation qui ne leur convient pas. Est-ce que, par exemple, le montant, le président de la République, Emmanuel Macron, en se faisant élire, il avait promis une augmentation. Cette augmentation, elle a été de quelle ampleur? L'augmentation sur 2 ans est de 80 €. D'accord. Mais bon, à savoir que elle se passe en 2 parties. Donc il y a une partie en décembre 2018 et la deuxième partie sera en décembre 2019. D'accord. Donc c'est 40 € à chaque fois. D'accord. Donc c'est une somme. C'est trop peu. Voilà. Ça ne règle pas les difficultés du quotidien. Non. Parce que 40 € pour acheter un fauteuil où vous avez 20 000 € de votre poche, je ne vois pas comment on peut y arriver. C'est quoi en fait? On considère comment cette allocation handicap? On l'aperçoit comme étant une charge de plus pour l'État ou vous pensez que c'est un manque de respect? Je pense, oui. Ouais. Donc à savoir que c'est pareil, aux yeux des institutions bancaires, l'AAH n'est pas considéré comme un revenu. Donc les personnes qui veulent faire des crédits, que ce soit pour acheter des voitures, acheter des fauteuils, acheter de l'équipement, que ce soit de confort pour leur handicap ou pour eux personnellement, n'ont aucun droit. Pour vous, il s'agit aussi de changer le regard qui est porté aujourd'hui sur le handicap? Aussi, oui. C'est-à-dire, parce que ce regard, il est vécu comment? Comment vous le matérialisez? Alors, si on est un handicapé invisible, donc nous, ce qu'on appelle handicap invisible, c'est moi. C'est quelqu'un qui n'est pas en fauteuil. Si on se gare sur une place handicapée, par exemple, on sort de la voiture debout, les gens, des fois, viennent nous voir ou nous montrent la place, comme quoi c'est une place handicapée. On est obligé de se justifier. Après, j'ai le cas de ma concubine, par exemple, qui est restée 1 an en fauteuil roulant. Les gens, dans les supermarchés, ne se gênent pas pour prendre le fauteuil roulant, déplacer le fauteuil roulant pour se servir devant elle. Il y a aussi cette peur, des fois, quand les enfants veulent aller vers un handicapé qui est en fauteuil, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ça les attire, ils y vont. Les parents prennent les enfants, les retirent, comme si on était contagieux, comme si... Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit? Qu'il y a une très mauvaise information au niveau du handicap, que les personnes, qu'il faudrait que les personnes prennent conscience qu'on n'est pas contagieux, qu'on ne mord pas les gens, qu'on n'est pas méchant, qu'on n'a jamais fait de mal à une personne. Et oui, il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'on est là, que leurs frères, leurs parents peuvent avoir un handicap aussi, qui n'ont pas à avoir peur de nous, qui n'ont pas... Pourtant, ça peut concerner potentiellement tout le monde, voilà. Toutes les familles, tout le monde. Les valides ont plus de chances de se retrouver handicapés que nos handicapés de se retrouver valides. Donc en effet, ça peut toucher tout le monde. On sait combien de personnes ça concerne en France? Quelle proportion de la population française ça concerne? En France, il y a 12 millions d'handicapés reconnus. Il y a, si je ne me trompe pas, 1,2 million d'handicapés physiques, donc en fauteuil roulant ou pas. Il y a, ça doit être 8 millions de personnes handicapées légers. Et il y a aussi des handicaps mentaux. Il y a quand même un manque de respect des handicapés invisibles. Parce que pour les gens, on n'est pas handicapé. Parce que l'image de l'handicapé, c'est le fauteuil. C'est pour ça que le logo du groupe Les Fauteuils Jaunes, puis le nom, c'était fauteuil, et le logo, c'est un fauteuil. Parce que dans l'esprit des gens, voilà, dans l'imaginaire des gens, handicapé, c'est le fauteuil. La France, est-ce que c'est pas un pays qui n'est pas adapté finalement pour les personnes handicapées? Est-ce que c'est un pays qui ne prend pas la mesure de l'enjeu? Je pense que oui.
parce que ça fait quand même des années et des années qu'on nous a toujours dit à chaque élection que les handicapés allaient être revalorisés aux yeux de la population, et ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de prise en charge de valable pour nous les handicapés. Il n'y a jamais eu de politique d'ampleur, il n'y a jamais eu d'ambitieux. Non. Ou alors c'était des paroles, c'était des lois qui paraissaient belles sur le papier, mais qui, une fois mis en œuvre, n'étaient pas faites pour les handicapés au final. Les territoires ne sont pas aménagés, il y a eu énormément de choses faites de ce côté-là, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc les institutions publiques ont été aménagées pour être accessibles aux handicapés, mais un exemple, les logements, que ce soit les logements sociaux ou les logements privés, au final, il y en a très très peu de réservés aux handicapés. La plupart des bâtiments ne sont pas adaptés, les entreprises, pour travailler, j'imagine, c'est compliqué. Oui. Ou alors il faut passer par des entreprises spécialisées, ce qu'on appelait avant les CAT, qui sont maintenant les ESAT, qui sont donc des centres réservés aux personnes handicapées, que ce soit les handicapés mentaux ou handicapés physiques. Et là, j'ai jamais été visité des ESAT, mais par contre, j'ai deux versions différentes. Il y a certaines personnes qui s'y sentent très bien, parce que c'est un milieu protégé, donc les personnes fragiles s'y sentent très bien, mais il y a d'autres personnes qui ont l'impression de ne pas être valorisées avec le travail qu'elles font dans ces ESAT. L'école également, l'école pour un enfant qui est handicapé, c'est énormément difficile. C'est compliqué, ouais, parce que donc pour un enfant handicapé, on a le droit à une aide qui a été mise en place il y a quelques années, mais à savoir qu'il y a énormément déjà de démarches à faire pour avoir une aide. Un exemple, c'est le petit Samuel, qui a 29 mois, qui va aller à l'école l'année prochaine, et sa maman, il faut qu'elle s'y prenne à l'heure actuelle pour décrire les problèmes qu'il risque d'avoir à sa rentrée, donc quasiment un an à l'avance. Sachant qu'il a une maladie évolutive, la personne qui sera là pour aider le petit Sam ne sera peut-être pas non plus la bonne, puisque sa maladie aura évolué. Mais par contre, c'est des documents, des dossiers à faire tout de suite pour... Voilà. Et l'administration, elle s'est adaptée justement pour vous faciliter la vie? Non plus. Non plus. Non plus. J'imagine qu'il y a beaucoup de démarches très lourdes. Voilà, quand on demande quelque chose à l'administration, c'est vous remplissez ce dossier et vous attendez. Avec le gouvernement précédent, vous parlez du choc de simplification, vous parlez justement de démarches administratives, tout ça c'est de la communication, mais en réalité, il n'y a rien eu. Moi qui ai fait, qui fait mes demandes de renouvellement d'handicap tous les 5 ans, j'ai jamais vu d'évolution dans mes dossiers. Finalement, le handicap, c'est un sujet qui n'est pas pensé par la politique. J'ai cette impression que les gens qui nous dirigent n'ont jamais eu affaire au handicap. Ne savent pas ce que c'est qu'une personne handicapée, ne savent pas ce que c'est la vie quotidienne d'une personne handicapée. Et pour en revenir à M. Macron, quand il nous a fait des belles promesses sur le handicap, il a eu cette belle phrase à dire quand on rentre dans une salle de classe où il y a un enfant handicapé, ce n'est pas la même classe. On sent tout de suite que cette classe est plus intelligente. Et moi, j'aimerais inviter M. Macron à venir nous rendre visite dans notre groupe à nous, dans notre classe à nous, qu'il puisse ressortir plus intelligent aussi. Peut-être en effet que ça lui ferait pas de mal. Et du coup, c'est un mot qui revient beaucoup dans les politiques publiques qui abordent la question du handicap, c'est le mot inclusivité, l'inclusion. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Est-ce que c'est une réalité ou c'est un effet de communication ? Communication. Communication. C'est-à-dire, quel est le message du gouvernement déjà, inclusivité, de quoi il s'agit et quel est le message du gouvernement derrière quel est le tour de force de communication ? Pour moi, l'inclusion, c'est vraiment en faire autant pour les personnes handicapées que pour les personnes valides et que tout le monde.
C'est ne pas nous mettre à l'écart, ce n'est pas nous laisser dans notre coin. Et Ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. ce n'est pas le cas, non. Parce que vous êtes quoi finalement? Vous êtes isolé? Est-ce que vous vous sentez exclu par rapport aux autres, par rapport à la société? Peut-être même dès le plus jeune âge, puisqu'on vient de le voir, ça commence à l'école déjà. Bon, il y a une partie où on se sent exclu, mais aussi une grosse partie où on ne se sent pas entendu. Et aussi, On nous écoute, mais on ne nous entend pas. est-ce que aussi vous avez la place pour vous exprimer? Je ne vois pas où est-ce que cette place existe. Est-ce qu'on peut parler de discrimination à l'égard du handicap, même d'oppression? Moi, j'ai lu sur Internet des collectifs parlent d'oppression. Est-ce qu'on peut en parler? Ça, je l'ai beaucoup entendu parler de ce mot de discrimination par rapport au monde. Il y en a beaucoup qui en parlent, oui. Et de quelle manière ça se matérialise? Comment en fait? Pourquoi discrimination? Est-ce que ce mot... Bien souvent, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On ne rentre pas toujours dans le vif du sujet, mais les personnes en parlent un petit peu comme si c'était du racisme envers les handicapés. Donc c'est quand même très dur, quoi. C'est-à-dire que c'est par rapport au regard des autres ou même structurellement dans la société, dans la politique, dans les services qui nous sont accordés. Quand on est handicapé, on est traité différemment. Oui. Ouais. Dans le mouvement des Gilets jaunes, ceux qui participent, qui sont handicapés, sont plus exposés que les autres à la violence. Une vidéo virale qui a tourné beaucoup sur Internet où on voit des gendarmes bousculer violemment une personne sur un rond-point en fauteuil. Il y a énormément de ce genre de vidéos sur Internet. Ouais. Il s'agit de quoi? Il n'y a plus de respect? Comment c'est possible aujourd'hui? Là, à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est des ordres qui sont donnés? Est-ce que c'est un non-respect de la part du fonctionnaire, de la part du gendarme, du CRS? Mais à chaque fois, c'est un écœurement que j'ai. Parce que là, c'est une deuxième violence, parce qu'il y a la première violence qui est physique. Ouais. On s'en prend à une personne physiquement, mais il y a une deuxième violence qui est celle qu'on s'en prend à une personne handicapée. Voilà. Quoi. Et surtout les handicapés que je connais, qui font partie du groupe, qui se déplacent sur les ronds-points ou en manifestation, je n'ai jamais entendu dire qu'elle était violente. Que ce soit en fauteuil, que ce soit en canne, que ce soit n'importe comment, elles ont toujours prôné le pacifisme. Et ça ne les a pas empêchés de se faire bousculer. C'est vrai, comme vous dites, il y a eu énormément de vidéos. Donc il y a une personne qui se fait mettre par terre, descendre de son fauteuil. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui veut se mettre à l'écart, qui a des cannes. On voit très bien le CRS le foncer dessus à coup d'épaule et la mettre par terre. Et ça, c'est tout à fait prémédité. Ça se voit très bien dans cette vidéo. Il y a une vidéo d'une personne en fauteuil roulant électrique où les CRS lui dégonflent ses pneus pour ne plus qu'il puisse bouger. Il y a une vraie violence, une vraie répression à l'encontre des personnes handicapées. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est que non seulement, là, par exemple, sur la première vidéo, on le fait tomber de son fauteuil, donc on lui enlève même sa capacité de bouger, quoi, sa mobilité. On lui enlève sa dignité d'être humain, tout simplement. Du coup, vous faites comment pour aller manifester? Enfin, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour des personnes handicapées d'y aller. Vous y renoncez? Vous faites comment? Moi, j'ai été que 2 fois, mais c'était vraiment que je vais pas dire quelques minutes, on va dire quelques heures, parce que je ne peux pas tenir debout plus longtemps. Je tire mon chapeau à ceux qui sont en fauteuil et qui restent là des journées entières. Après leur organisation à eux, je ne sais pas comment cela se passe, mais je pense que déjà pour aller sur le rond-point, pour s'installer tout ça, c'est quand même toute une organisation. Ça demande un courage énorme. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, sur le handicap, sur votre situation, sur la situation de vos collègues qui sont avec vous, fauteuil jaune? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui, là, en ce moment, sont en train de nous regarder? Je voudrais leur dire qu'on n'est pas des monstres, qu'on n'a jamais mordu, qu'on est
votre frère, votre sœur, vos enfants, vous êtes votre famille. Donc il ne faut pas avoir peur du handicap. Et il faut aussi être, on va parler de solidarité, être solidaire envers les personnes handicapées. Ne pas les rabaisser comme beaucoup font. Heureusement, ce n'est pas une majorité, mais c'est comme partout, il y a toujours une partie des gens qui se sentent supérieurs. Donc on n'est pas reconnu à notre juste valeur, c'est-à-dire comme étant une personne humaine comme tout le monde. Normal. Normal, voilà. Ouais. Merci William, merci d'être venu sur le plateau du Média. Merci Rémi.